Bonjour à tous, bienvenue à cette session ALM 360 et au Tech Day 2012 pour un track sur tout ce qui est ALM. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble des sessions de l'ALM qui vous apporteront tous les points clés à mettre en œuvre pour booster vos projets et rassembler les points clés de réussite de vos projets. Alors je me présente, je suis Philippe Puchman, je suis architecte solution chez Avanade, membre de l'équipe CTO. Je suis responsable de la practice ALM et je suis certifié PMP, donc pour tout ce qui concerne la gestion de projet, et MVP Visual Studio 2010. Et Cédric Gouge, donc je travaille également chez Avanade, plutôt architecte solution, plutôt côté développement, implémentation, donc plutôt l'aspect purement pratique et j'ai pu intervenir sur la partie build sur cette session. Voilà, donc Cédric est venu en renfort sur cette session puisque nous avons monté un projet complet bout en bout. Vous aurez énormément de démonstrations de manière à vous donner un bon aperçu de l'ensemble des possibilités de la plateforme, de la définition des exigences jusqu'au test et déploiement, y compris avec du lab management. Alors rapidement la présentation d'Avanade. Donc Avanade est une société qui a été fondée en 2000 par Microsoft et Accenture. Elle est aujourd'hui représentée dans 24 pays avec plus de 13 000 consultants, dont 29 MVP et 14 MCA, Microsoft Certified Architect. Elle est leader mondial dans l'intégration de solutions Microsoft et l'objectif en fait c'est de réaliser le résultat des clients avec des solutions informatiques opérationnelles intégrées grâce aux technologies Microsoft. Nous avons été aussi top employeur 2011 cette année devant des groupes comme Adidas, donc également au niveau ressources humaines, c'est une société qui présente énormément de points positifs. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, démo, globalement, 70 à 75% de la session vont être des démonstrations. Maintenant, on ne va pas vous faire des démonstrations sans parler un petit peu de la situation à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on va voir, c'est les projets informatiques, les faits et les problématiques que l'on a de nos jours, quels sont les premiers éléments de réponse pour répondre à ces problématiques. Et ensuite, nous verrons comment Microsoft a outillé une solution ALM avec des solutions, des outils, des disciplines que l'on va mettre en œuvre sur cette plateforme en vue de délivrer nos projets avec un taux de réussite plus élevé. Et ensuite, des démos. Donc on reviendra avant chaque démonstration. Nous ferons le synoptique de la démonstration de manière à ce que vous puissiez anticiper ce qui va se passer. Vous allez voir qu'on va assez vite pour démontrer tout cela en moins de 50 minutes. Premier point, projet informatique. On est dans le rouge. Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, comme disait Montaigne, la répétition est le burin de la mémoire. Et je commence toujours mes présentations par ce fait-là. Lorsque vous démarrez un projet aujourd'hui, vous avez une chance sur 3 seulement pour que ça se passe bien. Le reste du temps, les 2 tiers, vous allez challenger sur les éléments de la triple contrainte, à savoir le budget, le scope, les délais, la qualité. Vous allez être impacté par des risques. Et en fait, la problématique, ça va être comment va-t-on faire pour changer cette situation? Vous voyez que le Chaos Report du Standish Group, au fur et à mesure des ans, n'évolue guère. On est toujours dans les problématiques identiques en termes de taux de réussite, de taux de projet challengé ou de taux failed en rouge. Et on connaît bien tous maintenant les causes, je le répète chaque année dans mes présentations. On a d'une part un time to market toujours plus agressif, on a un métier du client qui va évoluer sans cesse avec plus de complexité. Là-dessus va venir s'ajouter les technologies également qui, côté équipe technique qui implémente, sont sans cesse sur des technologies qui évoluent, donc réapprennent de nouvelles manières de développer. Aujourd'hui, on a des gens qui sont très matures sur le C#, on va dire, qui commencent à bien maîtriser le MVVM dans du client lourd ou dans du client type Silverlight, que déjà on est en train de repasser sur du HTML5 avec du CSS3. Donc, Microsoft commence à également parler de plus en plus de C++. Donc on voit bien que tout ça vient rajouter de la complexité. Et ensuite, il faut bien l'avouer, on a un manque de réactivité face au changement dans les projets, parce qu'entre le moment où un projet est acté pour démarrer et le moment où on arrive au bout, tout a évidemment bien changé. Maintenant, plus troublant encore, je vais rajouter un graphique qui est le Functionality Usage Statistique. Figurez-vous qu'aux États-Unis, il a été démontré que dans le développement d'applications, 45% des fonctionnalités ne sont jamais utilisées par les utilisateurs. Alors ça nous pose quand même un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on délivre énormément de fonctionnalités aux clients qui ont une faible valeur métier au détriment de celles qui ont une forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va produire beaucoup de travail pour des choses qui, in fine, ne serviront à rien. J'ai moi-même vu carrément des solutions développées en France, dans des grands comptes, où 100% des fonctionnalités n'ont pas été utilisées, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, finalement, on va faire autrement. Voilà. Donc aujourd'hui, le gros challenge aussi est en amont dans la phase planification de projet, de bien anticiper ces points-là.
Donc ça, c'est la situation. Maintenant, les premiers éléments de réponse, nous les connaissons tous. Nous allons parler de méthodologie et de gestion de projet, donc de gouvernance et de comment on s'organise pour délivrer nos projets. Alors, on va donc voir les deux grands opposés en termes de méthodologie qui vont donc être le couple cascade cycle en V. Je rappelle que le cycle en V est une optimisation du cascade. Et en face, on va avoir les méthodes agiles avec toutes ces déclinaisons, dont une qui a un très grand momentum sur le marché du développement aujourd'hui, qui est Scrum. Alors, nous allons commencer par l'approche CMMI PMI, qui est l'approche que nous avons tendance à prendre chez Avanade, puisque nous travaillons essentiellement pour les comptes du CAC 40. Et quand nous travaillons pour des grands comptes, il faut donner visibilité sur le budget, sur les plannings de ce que l'on va délivrer. Donc ici, on va s'appuyer sur le couple CMMI qui va nous permettre en fait d'avoir des livrables par phase, un planning projet et également un référentiel de bonnes pratiques, des RACI, rôles, responsabilités, etc. Donc tout va être très organisé au sein du processus et de workflow. Ensuite, la méthodologie, c'est bien, mais c'est simplement définir comment on va travailler. Et on ne définit nullement, on ne contrôle nullement que l'on travaille comme on a dit qu'on avait travaillé. Et pour ça, il faut de la gestion de projet. C'est-à-dire qu'il va falloir s'autocontrôler. On va donc s'appuyer sur le PMI, qui est donc le Project Management Institute, qui est un framework de gestion de projet reconnu mondialement, sur lequel on va pouvoir contrôler les éléments de la triple contrainte, budget, délai, périmètre, qualité, parce qu'en vérité, il y en a plus que 3. Et on va également s'appuyer de manière récurrente sur ce qu'on appelle un WBS, le WBS Work Breakdown Structure, qui est en fait une arborescence hiérarchique des livrables que l'on s'engage à délivrer au client. Et comme on pose une baseline, c'est ni plus ni moins, sinon on passe par des change requests. Et enfin, on va se contrôler en mesurant en permanence nos écarts. L'objectif étant que dès qu'il y a un écart sur le projet, on enclenche une action corrective afin de remettre le budget dans les rails par rapport au périmètre, par rapport au délai, par rapport au budget. Et donc pour ça, on va utiliser par exemple les coefficients KPI bien connus, le CPI et le SPI, qui sont les Cost Performance Index pour le budget, et les Schedule Performance Index, qui vont pouvoir à tout instant nous dire si on est en avance ou en retard par rapport au planifié, donc par rapport à la baseline. Alors le cycle en V, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait on a des phases, on va avoir du plan, analyse où on va faire les spécifications, ensuite on fait la conception toujours avec de l'itération, on va avoir une phase de build avec des itérations, des tests avec des itérations et du deploy. Tout ça avec des key points qui sont des gates en fait que l'on va valider à chaque fois pour passer à l'étape d'après. Donc tout ça c'est une structure en 6 phases qui va s'appuyer sur des livrables d'une part, par phase et également un planning projet. Donc on voit bien ici que contrairement à l'idée reçue que l'on a, on peut faire de l'agilité dans le cycle en V par ce processus d'itératif et de raccourcissement d'itération. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de faire de la méthodologie politicienne où on dit moi je fais du cycle en V, donc je suis plutôt waterfall, donc tout ce qui est agile je repousse, ou alors moi je suis agile Scrum et tout ce qu'il y a dans le cycle en V, ça n'existe pas. En fait, la démarche, ça va être de tailoriser sur ces deux méthodologies et prendre le meilleur des deux pour en fait élaborer sa propre approche projet. Parce que je rappelle que la méthodologie la meilleure qui soit pour vos projets, c'est celle qui vous permet de réussir vos projets, et non pas celle dont on dit que c'est la meilleure, c'est la plus tendance, etc. Alors l'agilité aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'elle a un momentum très important sur le marché. Elle est essentiellement basée sur ce qu'on pourrait appeler de l'itération, mais de plus en plus courte, avec la gestion en fait de choses qui vont être du mouvement en permanence, du changement. Donc en agilité, le changement est accueilli favorablement comme avantage compétitif du client. Il y a quelques idées reçues, ceci dit, puisque beaucoup d'entreprises sont encore campées dans le cycle en V, donc la rigidité, et on pense qu'en agilité, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de documentation, que les équipes ne sont pas disciplinées, blablabla, qu'il y a peu ou pas de gestion de projet. Ceci est absolument faux, on peut très bien faire tout cela dans l'agilité. Et donc je voudrais partager avec vous ce qu'on appelle le manifeste agile, qui est un ensemble de grands principes qui a été édicté sous forme d'un manifeste, et qui a le mérite en fait de prôner de bonnes pratiques dans le monde du projet. Alors, on a d'abord la première chose, satisfaire le client, en lui délivrant le plus souvent possible des blocs opérationnels d'une application, et non pas en fait des avancements sur des documentations et des bouts de couches de présentation, de couches business et de couches data. Ça tombe très très bien parce que dans le PMI, on considère qu'on a terminé un projet quand le client est satisfait. Donc en agile, on va s'assurer sur des itérations courtes que le client est toujours satisfait. Ensuite, on va accepter le changement favorablement. Ça, c'est extrêmement important parce que le changement est un avantage compétitif pour le client. Donc là, on enlève le fameux effet tunnel qu'on avait dans le modèle Waterfall.
On va s'habituer à livrer fréquemment. Donc pour ça, on va s'appuyer sur de l'intégration continue pour délivrer de la valeur. Ce qui est important, c'est délivrer en permanence de la valeur au client. Ne pas le laisser attendre 6 mois pour découvrir une valeur sur laquelle il ne va pas se retrouver parce qu'en fait, ça ne correspondait pas in fine à ses attentes. Ensuite, on va favoriser bien évidemment le travail en collaboration. Donc là, on va s'assurer que l'ensemble des parties prenantes du projet puissent collaborer ensemble, à savoir le métier, les équipes techniques, les équipes de l'IT qui vont déployer les solutions. On va motiver les membres de l'équipe. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est le bon adage qu'on appelle en américain « trust people ». On fait confiance aux gens et les gens se sentent investis d'une confiance et vont donc travailler dans les meilleures conditions. Et également, ça passe par la mise en place d'un environnement qui va leur permettre de mieux travailler, typiquement une usine logicielle. Ensuite, on va tenter de maintenir un rythme durable. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que le rythme projet soit maintenable indéfiniment par l'ensemble des membres de l'équipe. Des effets pervers, par exemple, de Scrum aujourd'hui, c'est quand vous raccourcissez trop les sprints, ce qui fait qu'entre les phases de développement, d'intégration, de déploiement et de validation, les équipes sont toujours à fond et sont dans le rouge, et donc suivent très très vite. Donc il faut bien mesurer à ce niveau-là. Le rythme durable est extrêmement important. Ensuite, on va mesurer l'avancement sur des choses concrètes, des choses qui sont livrées, qui ont de la valeur au client, extrêmement important. On va privilégier bien évidemment la communication face à face. On connaît bien le succès des Scrum Meetings ou ce que l'on pourrait appeler les stand-up meetings. Moi, sur tous les projets cycle en V que je fais, quand la situation se tend, on fait du Scrum Meeting sans se cacher parce que c'est une excellente pratique. Les gens se mettent debout, ça change que d'être assis toute la journée et on va pouvoir échanger des idées. Maintenant, le fait de le systématiser n'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, on va privilégier bien évidemment l'excellence technique, c'est-à-dire qu'on va se remettre en question en permanence pour optimiser nos architectures, nos designs, faire du refactoring de code, etc. etc. Et l'adage des bons développeurs, keep it simple, extrêmement important. Donc on va tenter de rester simple dans l'approche, de ne pas monter les fameuses usines à gaz que dès que les gens qui les ont conçues, elles deviennent immaintenables parce qu'on n'arrive pas à les comprendre. Et également aussi, c'est l'art de maximiser le travail à ne pas faire au sens de l'agilité. CF slide numéro 1, où je vous montais le Functionalities Usage Statistics. Donc là, on va essayer aussi de se débarrasser de tout le travail qui ne sert à rien sur le projet pour se concentrer sur le fait de délivrer de la valeur. Ensuite, on va avoir des équipes autonomes. Donc, on sait que les meilleurs projets sont réalisés en termes d'implémentation par des équipes qui savent s'auto-organiser, se répartir le travail de manière efficace. Voilà. Et ensuite, on va faire des réajustements à intervalles réguliers. Donc, pour ceux qui lisent le japonais, ce symbole veut dire Kaizen. Kaizen, chez les Japonais, c'est je m'améliore sans cesse chaque jour pour être plus performant, tout simplement. Donc, dans les projets, il faut également qu'on ait de la croissance personnelle. Donc, vous voyez que sur l'ensemble des points de ce manifeste agile, on n'a que des bonnes vérités. Voilà, donc ici, vous avez simplement une comparaison entre le cycle en V et l'agilité. Donc, vous voyez, d'un côté, on a une approche déterministe, de l'autre côté, une approche empirique, donc plus basée sur l'expérience, et on va évoluer par rapport au ressenti du projet. Donc, ce qui est important à voir, c'est qu'en fait, il va falloir piocher dans ces deux frameworks, on va dire, pour sortir la méthodologie et l'approche projet qui soit la plus efficiente. Alors, maintenant, on va parler grands principes. On parlait empirisme tout à l'heure, expérience. Il y a les méthodologies, il y a la gestion de projet, mais il y a aussi la réalité de la vie. Alors, je vais vous passer quelques slides où je veux faire passer des messages clés. Le premier, c'est « A project phase always at the beginning, never at the end ». Ce qui veut dire qu'en fait, un projet va toujours échouer au début si vous ne faites pas le setup prérequis pour qu'il se passe bien. La plupart du temps sur les projets, on part très très vite et qu'est-ce qui se passe après? En milieu de projet, on commence à avoir des problèmes et croyez-moi, c'est trop tard. Parce que plus vous avez codé, plus vous avez mis d'architecture, plus on est engagé dans les spécifications, plus c'est dur de bouger. Et plus on arrive près du mur, donc la fin, plus c'est difficile d'éviter l'échec. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment faire un bon setup de son projet. Un autre point également, donc là c'est vrai que dans le domaine de l'agilité, c'est un peu mal perçu, mais moi je considère que si on n'est pas capable de planifier un projet, eh bien on va pas forcément, on va planifier en fait son échec. Donc il est inconcevable aujourd'hui, surtout de des grands projets, à prendre avec des pincettes quand même, mais qu'il faut savoir qu'on va sortir à telle date, il faut savoir qu'on a une baseline, que l'on va s'engager à respecter, donc la notion d'engagement. Donc extrêmement important. On verra dans les démonstrations qu'on fait tout à l'heure qu'on met en œuvre du PMO, et un PMO, ils savent travailler qu'avec des plannings, malheureusement, même si ce sont que des plannings au niveau requirement. Ensuite, Prevention over Inspection, ça c'est un des gourous de la qualité qui s'appelle Deming qui a dit ça. Ce qu'il faut simplement retenir ici, c'est que si vous faites de la prévention sur votre projet, c'est-à-dire qu'en amont vous mettez de la qualité, à ce moment-là, ça va vous coûter 5 à 12% du budget de votre projet. Si vous dites, moi je pars tout de suite, je code, je délivre des blocs opérationnels de fonctionnalités, ça vous coûtera 12 à 20%, donc beaucoup plus cher
plus que le double, tout simplement parce que vous allez avoir du rework, ce qu'on appelle du COPQ, Cost of Poor Quality, etc., etc. Donc bien important aussi de mettre ce que l'on appelle un Quality Management Plan en amont de son projet, de manière à tout de suite dire, ben moi je vais m'auto-contrôler sur tel point de la qualité. Je rappelle que la qualité, il ne faut pas être jusque boutiste, il faut mettre le bon niveau de qualité, parce que le bon niveau de qualité pour un client, c'est quand le produit du projet correspond aux attentes du client. D'accord? Donc ce n'est pas utile de faire de la surqualité non plus. Un autre point aussi, take the time to do it right. Souvent, on voit sur les plateaux de développement des consultants qui travaillent sur 3 choses en même temps, etc., etc. Donc, il est important que les gens aient le temps de bien faire leur travail. Ça revient à peu près au premier message. Et enfin, quelque chose de très important, surtout en période de crise, et sans doute pour ça que l'ALM marche très très bien aujourd'hui, reduce waste. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'on gaspille énormément dans les projets. Donc, on a la possibilité de raccourcir les processus, les workflows, de tout optimiser pour éviter de faire du gaspillage. Et vous verrez que cette notion de no waste est aujourd'hui le point d'orgue de la prochaine version VNext qu'on vous démontre un petit peu pour en fait permettre aux équipes de travailler plus vite, de produire plus efficacement en mode collaboratif, toujours plus efficace. Très bien. Donc maintenant, l'ALM. L'ALM, la solution et les outils. Donc tout ce qu'on a vu là, c'est comment il faut faire pour, a priori, bien délivrer un projet. Maintenant, il est clair que quand vous avez une méthodologie, ce qui est le cas le plus courant dans les grandes entreprises, ils ont une méthodologie qui est documentée et c'est positionné dans une GED et tout le monde doit la lire et l'appliquer. Ben, ce n'est pas facile parce que ça ne marche pas tout simplement. Si vous n'êtes pas capable d'outiller une méthodologie, elle ne va jamais être utilisée efficacement et il faut de plus que l'ensemble des outils que vous utilisez soient intégrés. Vous pouvez avoir les meilleurs outils. Il y en a plein dans la concurrence, mais à partir du moment où la MOA a certains outils qui ne parlent pas bien aux outils de l'équipe d'implémentation, de développement, qui ne parlent pas bien aux équipes de test, qui ne parlent pas bien aux équipes qui remontent les anomalies et les tickets, etc., eh bien, en fait, le projet devient compliqué et tout se parle mal, donc ça n'est pas bien. Alors, qu'est-ce que l'ALM? En fait, c'est une collection de disciplines et d'outils qui vont permettre de transformer un besoin métier en une solution informatique opérationnelle. Donc, c'est tout simplement ça, et ça va être un panel d'outillage. Alors, pour ça, on va avoir 2 choses à voir. La roadmap fonctionnelle. Donc, cette slide, ça fait quelques années que je la passe. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est dans une ALM, en fait, une plateforme ALM, on a 3 niveaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas implémenter une ALM en vous basant que sur 1 ou 2 niveaux. Alors, les niveaux, le plus bas niveau de maturité, c'est l'usine logicielle. On fait de la gestion de compte, du développement, du build automatisé, des tests. Le problème, c'est que les gens ne savent pas forcément comment ils travaillent, donc ils vont devoir être autodisciplinés, donc forcément agiles. Maintenant, au-dessus, dans les sphères qui veulent contrôler et qu'on leur rende des comptes, ben, il n'y a rien qui remonte. Parce que, par exemple, on va fonctionner qu'en story point en ne voulant pas pointer des heures. Ensuite, niveau 2, on a la méthodologie. Donc la méthodologie, comme je disais tout à l'heure, on définit comment est-ce qu'on va travailler, des processus, des workflows, des rôles, responsabilités, blablabla. Ça peut être de l'agile, du CMMI, etc. Le problème que moi j'ai avec la méthodologie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on dit comment on va travailler, mais on ne contrôle pas qu'on a travaillé comme on a dit qu'on allait travailler. Et donc pour ce faire, il va falloir monter un cran au-dessus, c'est-à-dire gérer ces projets. Donc apporter ce qu'on va appeler une gouvernance. C'est ce que l'on va vous remontrer tout à l'heure en démonstration. Et vous verrez que la gouvernance n'a absolument pas d'impact sur les équipes techniques. Simplement au départ, tout est fait, piloté, on a des baselines, etc., etc. Donc bien prendre conscience que normalement, sur un projet d'une certaine taille, vous devez rendre des comptes de l'avancement, des délais, des risques, etc., etc., etc. Alors, Microsoft vient avec l'offre TFS 2010 et bientôt, donc Visual Studio 2010 et bientôt Visual Studio 2011, dont on va parler là rapidement. C'est des points clés de cette plateforme 2010. C'est simplement un rappel pour ceux qui ne sont pas forcément très au fait. Donc c'est une plateforme qui est full 64 bits avec un back-end serveur basé sur SQL 2008 R2. Et on a également une plateforme en back-end qui est du lab management qui va vous permettre de faire du provisioning d'environnement test virtualisé. Ensuite, au niveau des fonctionnalités clés, donc, il y a aussi dans le back-end un serveur qui s'appelle SharePoint qui va nous permettre de faire du travail collaboratif. Et sur SharePoint, on va avoir une couche de service qui va s'appeler Project Server qui va vous fournir les fonctionnalités d'EPM, donc du programme management. Donc les points clés à retenir aujourd'hui, c'est qu'on a une notion de work item hiérarchique qui vont permettre de créer les fameux WBS projets. On va avoir une offre basée sur le test absolument professionnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui Microsoft est présent sur les salons du test en face de tous les grands concurrents que tout le monde connaît, avec des capacités d'automatisation, de tests fonctionnels, de tests techniques, toute la stack des tests possibles. On va avoir du support de l'IML, de l'architecture, et on va avoir surtout pour l'industrialisation TeamBuild
la dernière version qui va vous permettre en fait de faire vos compilations centrales, qui est basée sur Workflow Foundation 4.0, dont nous allons vous faire une démonstration tout à l'heure, et qui va vous permettre en fait de personnaliser l'ordonnancement de vos processus de build avec l'extension via ce qu'on appelle des Custom Activities en Workflow Foundation, pour étendre en fait les fonctionnalités de votre team build. Donc compiler tout et n'importe quoi, et en post et pré-action, faire tout ce que vous voulez. Démo, démo, démo. Alors, première démonstration, on va faire de la gestion de projet PMO vers TFS. Donc ce que vous allez voir ici, c'est comment est-ce qu'on travaille entre l'équipe PMO et les équipes techniques. Alors ce qu'on va faire, c'est on va créer un plan projet dans Project Server, on va publier ce plan vers Team Foundation Server, on va ensuite, l'équipe technique va recevoir les exigences, et là elle va la décomposer en tâches et faire son chiffrage. Ça va remonter automatiquement dans Project Server. Ensuite, le PMO ne va pas l'avoir comme ça directement, il va devoir approuver le chiffrage. Et une fois qu'il l'a approuvé, il va créer son planning, c'est-à-dire qu'il va faire séquencement des tâches et il va ensuite poser la baseline. Ensuite, le projet va s'exécuter, on va voir comment est-ce qu'on peut faire du time sheeting pour remonter l'avancement sur la plateforme et on verra les artefacts de suivi de projet. Alors, juste une parenthèse, dans le scénario que l'on montre là, côté PMO, on suit que très haut niveau, les exigences. Le breakdown, il est laissé côté équipe technique. Je vous montrerai à la fin qu'on peut quand même faire remonter les tâches au niveau PMO. Après, c'est simplement une question de stratégie. Donc, la première étape, ça va être la validation du projet dans EPM avec la transmission aux équipes techniques. Donc là, on va d'abord se positionner dans Visual Studio. Donc vous allez voir qu'on a un Tech Days Dev Demo. Donc là, on a monté un projet complet pour cette session. Et on va ouvrir la requête Work Breakdown. Donc on voit ici qu'on n'a aucune exigence dans TFS. Pour l'instant, elles sont que côté Project Server. Je me positionne en tant que PMO ici dans Project Server. Et je vais ouvrir avec Project 2010 mon projet Tech Days 2012 Dev Demo, qui est l'Enterprise Project pendant de mon projet d'équipe dans TFS. Donc je l'ouvre dans Project 2010. Professional. Et là, vous voyez que j'ai mon breakdown avec notamment une petite application WPF avec un module d'authentification et un module catalogue et l'ensemble du cycle du projet. Donc là, j'ai une nouvelle vue qui est issue en fait du connecteur TFS Project Server qui me fait apparaître donc des colonnes supplémentaires dans lesquelles je vais pouvoir indiquer en fait que je vais vouloir publier l'ensemble de ce breakdown sous forme de requirement dans TFS et j'ai un flag de publish à YesNo pour dire, par exemple ici, l'ensemble est publié. Ayant fait ceci, donc je peux publier tout ou partie du projet. Je vais simplement faire un publish de mon projet. Et donc, les requirements vont descendre tout naturellement vers TFS. Et donc, l'équipe technique va pouvoir réceptionner le breakdown. Donc là, je fais un check-in de mon projet pour committer ça dans Project Server. Et je passe côté TFS. Donc là, j'ouvre mon WBS. Et là, vous avez une requête qui est alimentée. Vous noterez la présence de chaînage et de petits cadenas à gauche, qui veut dire l'ensemble de ces items sont reliés à Project Server. Et bien évidemment, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Eh bien, on va faire le chiffrage, c'est-à-dire la décomposition des exigences en tâches d'exécution et le chiffrage en heures. Donc ça, tout le monde connaît. Donc vous voyez, l'avantage, c'est qu'on a du hiérarchique dans TFS 2010. Donc je vais rajouter des work items liés enfants de type tâche. Et donc là, par exemple, pour la partie analyse, je vais rassembler mes exigences. Là, j'estime que j'ai 4 heures de travail. Je vais faire pareil ensuite pour l'ensemble des éléments. Donc on a également la personne à qui c'est affecté, puisqu'on a un mapping entre les ressources. Il faut savoir qu'un des points forts de Project Server aussi, c'est le Resource Center qui vous permet, au cas où vous travaillez sur différents projets à la fois, de gérer la surallocation ou la sous-utilisation de vos ressources. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font différents projets et ça permet aussi de bien load balancer entre guillemets ces ressources. Donc là, je fais le breakdown de mon module d'authentification. Donc là, on a la couche UI, la couche Business Logic, la couche data tiers. Bon, ça peut être fait comme ça. Mais là, pour le coup, on sera un BVM. Et là, je vais faire un rafraîchissement, voyez-vous. Et donc, toutes les tâches du breakdown n'ont pas la petite chaîne et le cadenas. Donc, elles restent côté TFS. En revanche, toute la valorisation va remonter au niveau Project Server. Donc là, on a bien notre chiffrage. Maintenant, la synchronisation se fait au fil de l'eau vers Project Server. Et qu'est-ce que l'on va voir? C'est que là, le chef de projet, sur sa page d'approbation, va pouvoir constater qu'il a un certain nombre d'items à approuver. Donc là, on va sur ce qu'on appelle l'Approval Center. Et donc là,
il peut consulter, vous voyez, il y a un bouton Preview Updates, il peut les sélectionner tout ou partie, et il va pouvoir simuler ce que ça donne, ou simplement ici, comme on est dans un exemple, je vais l'accepter en l'état. Donc, thanks Cedric for estimation. Voilà. Et maintenant, c'est commité dans mon projet, et on va pouvoir aller dans Project 2010, maintenant voir le résultat. Donc, vous allez voir immédiatement que mon projet s'est valorisé en termes de durée et en termes d'heures. Donc ici, vous voyez, j'ai 9 jours, 3 jours, etc. Ça, ce sont les durées, c'est pas ce qui est le plus important. On va prendre la quantité de travail. J'ai un projet donc à 178 heures. Tout ça est remonté de TFS par les chiffrages des équipes techniques. Ensuite, on va aller voir le task usage. Vous allez voir qu'il y a une discrimination des heures par ressource. J'ai bien les heures de Cédric et les heures de Philippe pour chaque module. Donc, Project Server est capable au niveau requirement de vous dire qui travaille à quel niveau. Voilà. Ensuite, bien, je vais chaîner mon planning, tout simplement. Voilà. Et ensuite, derrière ça, je vais poser ma baseline qui va me permettre de faire mon séquencement et suivre mon avancement, puisqu'on va pouvoir suivre les heures passées, on va pouvoir suivre les durées, et on va pouvoir suivre également les coûts, comme on le verra tout à l'heure. Voilà, donc mon planning est chaîné, j'ai ma baseline, vous voyez en haut la timeline, qui permet d'afficher les grandes phases du projet, plus pour de la communication, et je vais publier mon projet. Donc maintenant, on va dire que le projet part en exécution, et évidemment, les choses vont avancer, et ce qu'on va remonter, en fait, ce sont des heures pointées. Chez Avanade, on s'est rendu compte que le pointage des heures dans TFS était absolument compliqué et pas robuste. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle une timesheet qui est connectée à TFS, qui fait que là, vous avez vraiment ce qu'on appelle un CRA. Vous saisissez vos heures sur les tâches et vous pouvez également consulter les tâches au fur et à mesure où vous les prenez dans votre timesheet, comme on va le voir dans quelques instants. Donc voilà la timesheet Avanade, elle peut être multi-projet, c'est-à-dire qu'on peut se connecter sur plusieurs collections, sur plusieurs projets. Et là, par exemple, j'ai Develop Authentication UI, je double-clique et j'ouvre la fiche Team System Web Access qui me permet de voir l'ensemble des paramètres, des données stockées pour cette tâche-là. Et ensuite, je vais commencer à pointer mes heures. Donc là, c'est jour par jour avec un contrôle sur les journées. Je saisis toujours mon reste à faire. Voilà. Et je vais faire ça tous les jours et chaque développeur va travailler sur sa requête, mes tâches et mes bugs et rentrer les heures qu'il passe. Voilà. Donc là, les pointages sont effectués et du coup, immédiatement, c'est répercuté dans les rapports d'avancement TFS, par exemple le Requirement Progress, que j'affiche ici, mais également le Requirement Overview, etc. Et au fil de l'eau, les pointages remontent également dans Project Server, ce qui fait que la communication se fait depuis les équipes techniques vers Project Server, grâce à l'Integration Feature Pack entre TFS, et ça passe toujours par le centre d'approbation. Voilà, donc on approuve les heures, et là on va voir qu'on a directement notre planning qui est avancé. Donc, ces workflows d'approbation sont personnalisables, hein, évidemment. Voilà. Donc, on a notre projet que l'on va réouvrir dans Project Professional. Et là, vous verrez quelque chose d'intéressant. Donc, c'est que l'avancement apparaît au niveau du Gantt, comme si on était en fait avec un project connecté directement sur TFS. Sauf que là, on est dans le PM. Alors, le deuxième scénario qu'on va vous montrer, c'est la gestion du changement en s'appuyant sur PMO TFS. Alors ça, c'est aussi pour vous montrer quelques nouveautés de la plateforme. On va aborder la partie Visual Studio 2011 pour la partie storyboarding et la partie taskboard et le nouveau portail Web Access. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, on va entrer une nouvelle exigence dans le système, on va la publier vers TFS, on va créer la spécification avec l'outil storyboarding, on va faire un breakdown en tâches comme on a fait, mais dans le nouveau portail Visual Studio 2011. Et on va gérer les tâches avec le taskboard, on va exécuter le projet et revenir en suivi de projet, avec là pour le coup la remontée des tâches vers Project Server pour vous démontrer qu'on peut faire les deux. Donc, premièrement, entrée d'une demande de changement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un formulaire d'authentification qui est très basique. Donc, on va demander d'améliorer l'expérience utilisateur de ce formulaire. Alors, pour ce faire, classique, je suis dans Project, je suis chef de projet, Enhance Authentication for User Experience. Voilà, je rentre ma demande d'évolution, je passe en vue Gantt Project Server, je dis que je veux que ce soit un requirement dans TFS, je publie, et vous connaissez maintenant le système, ça redescend bien évidemment dans TFS. Voilà. Donc, côté TFS, ce qui va se passer, c'est que les équipes techniques vont, comme tout à l'heure, réceptionner l'exigence. Là, il n'y en a qu'une, puisque c'est une demande de changement, et elle va apparaître dans le Product Backlog. Voilà, donc je vais côté Visual Studio maintenant. Donc là, on est en 2010, mais on va passer sur 2011 juste après. Vous voyez que j'ai récupéré ici, un petit peu en dessous, voilà, Enhanced Authentication Form User Experience. Donc ça, Cédric va être en charge
de le chiffrer. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est créer une spécification. Donc on va s'appuyer sur le nouvel outil de storyboarding qui arrive dans quelques mois, qui est basé sur un outil bureautique que tout le monde connaît, PowerPoint. Donc le point fort, c'est que tout le monde sait utiliser PowerPoint et on a un onglet storyboarding qui permet de connecter PowerPoint à TFS. Donc ici, j'ai facilement prototypé avec de l'image clipping la forme initiale. À droite, j'ai des shapes pour dessiner des écrans, des contrôles, etc. Donc entre le dessin et les shapes, j'arrive très facilement à documenter le storyboard d'une demande d'évolution que je veux. Et là, regardez, je me connecte à TFS. Je vais pouvoir donc me connecter au projet qui nous intéresse. Et là, je vais parcourir les requirements, donc les exigences qui sont en cours. Et je vais pouvoir me rattacher, donc là je fais Find, je vais pouvoir me rattacher à l'exigence Enhance Authentication User Experience. C'est fait. Donc le storyboard, il est en train d'être relié à cette exigence-là. Donc ça, c'est donc la nouvelle partie. Donc on va pouvoir faire... Bon, il m'était arrivé de faire des specs programmables par PowerPoint. Là, ça tombe bien. Maintenant, c'est intégré directement dans TFS. Prise en compte de la demande de changement. Donc la Visual Studio 2011. Donc on va un petit peu dans le futur. Donc là, Cédric, il démarre le Team System Web Access. Il va sur le backlog. Donc le product backlog, c'est toutes les nouvelles exigences qui entrent dans le système et que l'on va devoir traiter. Donc il va d'abord l'ouvrir pour la réceptionner. Et là, il voit écrit Check Storyboard Tab for User Experience Specifications, ce qu'il fait. Donc là, il clique sur cet onglet-là et contextuellement, vous voyez que la capacité du work item à être relié à d'autres artefacts est importante ici, c'est relié à la spécification. Donc il a vu ce qu'il y avait à faire. Donc ce qu'il va commencer à faire déjà, c'est dire, ben, ça je vais le faire dans l'itération 1 du projet. Alors ça a l'air un peu agile, mais là on est en mode CMMI, hein, pour vous démontrer qu'on peut mélanger les deux principes. Ensuite, il passe le committed à Yes pour dire je l'ai pris en compte, donc c'est plus dans le backlog. Et derrière ça, il va pouvoir aller faire son chiffrage comme tout à l'heure, mais avec la nouvelle interface. J'en profite au passage pour vous dire que c'est un site web qui est tout en asynchrone et qui, en termes de temps de réponse, est extrêmement rapide. Donc là, vous voyez, on a un petit bouton à droite plus. Donc là, il va rajouter les différentes tâches d'implémentation pour créer cette nouvelle fonctionnalité. Donc là, il ajoute une validation de format pour le field login avec l'affectation à Cédric et le chiffrage, donc 4 heures pour cela. De la même manière, il va cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle tâche. Donc, vous voyez, c'est extrêmement productif et rapide. Donc là, il va rajouter un custom style au sens WPF, donc pour la textbox de login, donc en vue d'améliorer l'expérience utilisateur. 4 heures à nouveau, voilà, et il va l'affecter également à Cédric. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, il va aller dans le taskboard pour gérer ça à la manière Scrum Taskboard, on va dire, et il va avoir une vue post-it de ses tâches. Donc ici, il a une vue par team member, donc là, on a Cédric à gauche, et là, on voit qu'il a ces deux nouvelles tâches qu'il va pouvoir glisser en actif simplement, et on voit l'incrémentation des heures au fur et à mesure. Parallèlement, il a également terminé 2 tâches sur le produit catalogue, qui va passer en finished, en resolve, pardon, et là, automatiquement, quand vous faites ça, ça passe le remaining à 0. On a également une vue par requirement, voilà, et là, on va pouvoir se positionner sur la partie Enhanced Authentication, et on voit bien les 2 post-it qui apparaissent. Voilà. Et après chiffrage et pointage, on va voir ici maintenant que les tâches de décomposition sont remontées ainsi que les pointages côté PMO. Donc toujours pareil, on passe par le centre d'approbation. Donc tout le travail qui est effectué sur la plateforme technique remonte côté PMO. Donc là, il va valider l'ensemble des éléments. Donc le Project Manager remercie toujours l'équipe technique. Voilà. Et ensuite, on retourne dans le Project Center. Et là, on va regarder, je fais un refresh, clac, ça a avancé. Et on va avoir des choses extrêmement intéressantes, c'est que dans Project Professional, maintenant, dans ce scénario-là, j'ai demandé la remontée des tâches. Donc regardez bien ici, j'ai bien le requirement, mais j'ai les tâches que j'ai implémentées dans TFS. Alors comment est-ce que cela est possible? Tout simplement, on va le voir. C'est que dans Visual Studio 2010, quand vous installez le connecteur TFS Project Server, vous avez un onglet supplémentaire avec les tâches sont liées, contrairement aux autres. J'ai un onglet Project Server dans lequel je peux dire Yes pour Submit to Project Server. Et à ce moment-là, mes tâches vont remonter. Donc on peut avoir les scénarios avec et sans tâches au niveau de la synchronisation TFS Project Server. Un autre point intéressant, regardez. Donc là, ici, on va avoir tout ce qui est données sommaires. Ensuite, on va avoir la vue travail. Donc vous voyez qu'ici, on a plus de 40 heures en reste à faire. On voit aussi l'écart. On a une vingtaine d'heures d'écart. On a la baseline, etc. Et on va voir exactement la même vue en mode budget. Donc là, typiquement, le PMO voit tout de suite qu'il a un écart de budget à perte
de 2100 €. Donc, il va tout de suite engager des actions correctives pour remettre le projet dans le budget le plus rapidement possible avant que l'écart se creuse davantage. Et on a une vue aussi tracking qui, elle, va démontrer en fait la partie durée. Donc là, on sait qu'il nous reste, je crois, 5,2 jours pour terminer le projet. Donc tout ça, c'est de la donnée qui est calculée par un outil professionnel qui s'appelle l'EPM, et sur la gestion des ressources, la gestion des coûts, etc. Donc voilà pour les parties, on va dire, gouvernance projet. Vous voyez que tout se fait de manière très transparente au fil de l'eau. Alors maintenant, on va rentrer dans des parties plus techniques, parce que la gouvernance, c'est très très bien, mais il faut que derrière, aussi, les équipes bénéficient de productivité. Donc on va parler de BDT. Donc, dans la première démonstration que nous allons vous faire, on va parler base de données. La base de données a toujours été longtemps le parent pauvre, c'était traité différemment, le source control, il n'y en avait pas, ou il était un petit peu bizarre, etc. Et là, on va voir qu'on va pouvoir mettre le même niveau de qualité sur les développements de bases de données que sur des applications .NET ou Java. Donc c'est parti. Voilà le processus. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'on va utiliser ce qu'on appelle les plans de génération de données, parce que des bases sans les volumétries-cibles, ça ne veut rien dire. Quand vous partez en prod, après vous avez des problèmes de performance. Donc là, plutôt, on va générer les volumétries-cibles, on va faire aussi des tests unitaires sur procédures stockées, et on va être capable d'intégrer tout ça dans un build custom. Vous allez voir comment est-ce qu'on le customise en quelques minutes pour faire du déploiement de bases de données, remplir des tables avec les volumétries cibles et ensuite exécuter les tests unitaires sur procédures stockées avec des seuils en termes de durée. Donc là, la première chose, donc productivité côté développeur, donc création du projet de base de données. Donc là, on fait simplement un nouveau projet dans Visual Studio et je prends un template SQL Server 2008 Wizard. Donc là, on va l'appeler TechDays 2012 DB Project. Je crée ce projet-là, je peux faire un projet from scratch ou importer une base de données existante. Là, on va choisir en fait de s'appuyer sur un schéma existant que je vais importer par type d'objet, de manière plus legacy, avec les paramètres standards. Et là, on va importer en fait la base AdventureWorks, donc la base exemple Microsoft, qui vient avec des tables, des données, avec tout ce qu'il faut pour travailler sur un projet exemple. Voilà. Et là, je paramètre en fait les options de déploiement. Je dis que je veux par défaut le déployer sur ce serveur-là, et avec le nom de base ci-dessous qui n'existe pas encore, qui sera créé après. Voilà. Il y en a plein d'options qu'on peut remodifier a posteriori. En quelques secondes, voire dizaines de secondes, il importe l'intégralité des artefacts de la base de données. Il va scripter ça sous forme de fichier SQL qu'on va voir dans un projet, comme un projet de développement. Donc vous le voyez ici. Donc un des autres avantages, c'est qu'on va pouvoir mettre l'ensemble de ce schéma de base de données sous source control et on va pouvoir le compiler. Moi, il m'est arrivé de faire du reverse engineering de base de données chez les clients, ça ne compilait pas, parce qu'il y avait des problèmes d'écriture, de jointure dans certaines vues, parce que le moteur SQL est plus permissif que le compilateur. Donc voilà, là je vais check-iner mon projet, donc je vais pouvoir faire de la gestion de release sur mes bases de données, une version en dev, une version en intégration, une version en release 1, release 2, poser des labels, etc., etc. Voilà, donc pareil, toujours quelques secondes. Et maintenant, je vais faire un bouton droit deploy. Vous voyez, un développeur est capable de déployer une base de données. Et pareil, ça prend quelques secondes. Là, il est en train de créer la base avec le nom configuré tout à l'heure lors de l'import. Donc, il crée l'ensemble des objets. Et on va tout de suite aller voir le modèle physique de la base de données en s'appuyant sur le Server Explorer. L'avantage de Visual Studio, c'est qu'on peut tout faire, même voir du table storage dans le cloud. Donc là, vous voyez que j'ai l'ensemble de mes tables et procédures stockées, vues, etc. Et on va se concentrer sur la table région. Vous voyez qu'elle est vide, donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt. La première chose que je vais vouloir faire, c'est remplir cette table avec des données. Donc pour ça, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les Data Generation Plans. Et je vais créer un plan de génération de données pour remplir cette table, avec la volumétrie de mon choix et le type de données de mon choix. Donc là, je désélectionne toutes les tables. Et je vais sélectionner ma table région et je vais dire, bah, tiens, je veux générer 5000 lignes dans cette table-là avec des caractères aléatoires. Je fais ça, je fais un bouton droit Preview et vous voyez qu'ici, il m'a mis des caractères aléatoires de 5000 lignes. Je passe dans mon modèle physique, jusqu'ici, juste à côté. Non, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que les données aléatoires, ça ne va pas, donc je vais utiliser ce qu'on appelle un databound generator. C'est-à-dire que je vais aller m'alimenter dans une base avec des données existantes, par exemple des jeux de données de test, et je vais remplir ma table avec ces données-là. Et je peux la remplir en mode séquentiel, random, etc., etc. Et là, en fait, je vais aller chercher une table qui se trouve dans AdventureWorks, qui s'appelle le Country Region, dans lequel j'ai la liste de l'ensemble des pays de la planète, donc un peu moins de 200 lignes. Mais je vais demander de remplir 100 000 en faisant du séquentiel. Voilà, donc vous voyez que ce coup-ci, j'ai des données un peu plus user-friendly, on va dire, et je vais pouvoir maintenant exécuter ce plan de génération de données vers la base de mon choix pour aller remplir la table région. Donc en l'occurrence,
la table qui se trouve à côté. Donc vous voyez, j'ai mes jauges d'avancement, c'est extrêmement rapide pour 5000 lignes, sachant qu'on n'a que 2 colonnes dans cette base de données. Et là, je revois le serveur Explorer, et on va constater qu'on a bien récupéré nos 5000 lignes. Maintenant, 5000 lignes, ça ne correspond pas à ma volumétrie cible de production. Moi, je vais avoir besoin de 500 000 lignes en production, et ce qui va me permettre de tester dans un environnement d'intégration en vraie grandeur mon application. Donc là, je vais simplement modifier. Je vais taper 500 000 lignes, et je vais pouvoir le réexécuter sur cette table région. Et donc, ma table région va être alimentée par 500 000 lignes en quelques dizaines de secondes. Voilà. Alors, ceci étant fait, ce qui va être intéressant, c'est maintenant d'exécuter des tests unitaires sur les procédures stockées qui vont appeler cette table-là pour voir si son schéma est pertinent, etc., etc. Donc, vous allez voir que là également, je me positionne sur ma procédure stockée getAllRegions et je demande de générer les tests unitaires. Pour cela, il me propose un wizard, je demande un projet en C#, je rentre le nom du projet, le nom de la classe, et ensuite, je vais avoir la possibilité également, dans le cadre du jeu de mes procédures stockées, de lui indiquer la base de données sur laquelle je veux exécuter le test unitaire, mais également demander le déploiement du projet de base de données avant de jouer ces tests unitaires, et également d'exécuter le plan de génération de données des 500 000 lignes, et tout ça en un seul processus. Ce qui fait que j'aurai toujours un travail sur la dernière version. Donc là, il me génère une clause, une assertion is non conclusive. Donc là, je vais passer en clause execution time, qui est extrêmement intéressant pour les procédures stockées. Je vais donc demander en fait que la procédure stockée s'exécute en moins de 15 secondes. Simplement. Et quand j'entre ça, en fait, on va exécuter la procédure stockée sous forme d'un test unitaire conventionnel. Et là, on va pouvoir voir si on passe ou pas. Donc là, on va passer. Donc vous voyez, on a exactement la même vue pour ceux qui sont familiers au test unitaire. Voilà, il est passé. Donc maintenant, on va être un petit peu plus agressif. On va passer de 15 secondes à 5 secondes pour faire un getAllRegions sur les 500 000 lignes. Donc là, je modifie simplement la propriété de mon assertion sur le test unitaire, et j'écris 5 secondes. Et là, on va réexécuter, compiler le projet de test unitaire et réexécuter. Et là, on va se rendre compte, en fait, que ça ne passe pas. Et vous voyez, time execution time exceeded. Donc, on est en deçà du seuil que l'on s'est fixé. Voilà. Maintenant, l'idée, ça va être de mettre tout ça dans TeamBuild. Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va personnaliser notre processus de build en se basant sur Workflow Foundation 4.0 pour industrialiser tout ça, que ça soit joué la nuit de manière entièrement automatique. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau template processus de build qui est dérivé du default template. Donc là, simplement, je fais you et il me copie le default template dans un template que je vais appeler dbcontinuousintegration.xaml. Donc automatiquement, il est généré dans le source control. Je fais un getLatest, je vais faire un checkout for edit pour pouvoir éditer ce processus de build et je vais l'ouvrir en vue de le modifier. Donc là, ça va nous donner l'occasion de voir la complexité, ne serait-ce que du processus standard. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'activités qui sont glissées sur la surface de design et il peut apparaître très complexe. Donc je fais un collapse all pour le réduire, et ensuite on va l'enrichir. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en bout de build, je vais rajouter une séquence au sens workflow. Donc je vais aller dans la boîte à outils control flow, et je rajoute une séquence, qui est donc un conteneur d'activité, que je vais appeler deploy database. Donc là-dedans, je dis, je vais déployer ma database. Là-dessus, évidemment, je ne vais pas la déployer dans n'importe quelle condition. Je vais m'assurer, avant de déployer, avec une clause if, que ma compilation d'une part a réussi et que certains tests préliminaires sont passés. Donc là, je vais appeler ma clause if build and test succeeded. Et alors je vous montre ça parce que ce qui est intéressant de voir pour les développeurs, c'est qu'on a de l'IntelliSense dans le VBScript Editor avec, vous voyez, la petite marque rouge à droite qui veut dire que ma syntaxe n'est pas correcte. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fiable avec de l'IntelliSense et un validateur de syntaxe. Donc là, j'écris des choses classiques, je vérifie le statut des tests et le statut de la compilation, s'ils sont succeeded ou unknown. Et une fois que j'ai terminé, ma clause if est capable d'évaluer ces paramètres-là et donc prendre la bonne direction. Voilà, donc là j'ai écrit ma clause if, et maintenant je vais pouvoir utiliser une activité extrêmement intéressante qui s'appelle invoke process et qui fait partie des TeamBuild activities. Invoke process, ça vous permet d'appeler n'importe quel exécutable ou n'importe quel script, que ce soit PowerShell ou un CMD, etc., ou un SQL CMD, et lui passer des paramètres. Donc la première chose qu'on va faire justement, c'est créer des paramètres custom, parce que quand on déploie une base de données, on veut évaluer le serveur de base de données cible et le nom de la base de données. On ne veut pas le mettre en dur et puis le déployer toujours au même endroit.
Donc là, je vais créer ces deux paramètres-là et je vais les exposer via le metadata editor pour dire ces paramètres vont apparaître dans la boîte lorsque je fais QONewBuild et ils vont être pré-renseignés, je vais pouvoir les modifier. C'est-à-dire qu'il va être personnalisable typiquement. Et donc là, j'expose ces paramètres de manière obligatoire dans une nouvelle catégorie que je vais appeler deployment qu'on va voir tout à l'heure. Et là, je dis je veux les voir tout le temps, c'est-à-dire soit en mode édition du build, soit en mode exécution. Je fais la même chose pour le deuxième, target server name. Voilà. Et je lui donne un display name un peu plus user-friendly. Je le mets en required et je le mets dans la même rubrique. Donc vous pouvez créer sur n'importe quel type de processus toutes les catégories que vous voulez et passer ces arguments. Donc vous avez vraiment une interactivité avec l'extérieur. Voilà. Maintenant on revient dans l'invoke process et là on va passer la chaîne de paramètres. Donc ça c'est si vous écrivez du VSDB CMD qui est l'utilitaire qui déploie les bases de données, on lui passe ce type de paramètres, c'est de la ligne de commande qu'on écrit ici. Et vous voyez que j'ai concaténé mes arguments précédemment définis. Donc il va aller prendre les arguments que vous lui passez au moment du queuing du build. Deuxième chose, je vais lui indiquer le chemin où se trouve cet utilitaire. Donc si c'était Robocopy, ben, vous lui donnez le chemin de Robocopy. Si c'est un utilitaire FTP, le chemin, là c'est du VSDB CMD. Et enfin, je lui donne la drop location qui est le dossier de travail sur le serveur de build où il va pouvoir déposer ou lire des artefacts. Voilà, donc c'est terminé. Ce qu'on va simplement faire, c'est faire un petit peu de logging, dire ben, si c'est bien passé, on met un message comme quoi ça s'est bien passé. Si ça s'est mal passé, on dit qu'on a une erreur. Et si le déploiement n'a pas été effectué, ce qu'on va faire là, une fois qu'on a terminé, je remonte d'un cran. Hein, vous avez aussi les navigations, breadcrumb, comme dans SharePoint. Vous pouvez mettre deployment was skipped, voilà, pour avertir l'utilisateur final que le déploiement n'a pas été effectué. Voilà, c'est fait, je check-in, ça marche. Donc, vous voyez, ça ne nous a pris pas très longtemps à mettre en place. Donc, là, comme tout fichier de source control, je vais l'archiver. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser en créant une nouvelle build qui va consommer en fait ce nouveau template. Donc, je crée cette définition de build. Donc, ça, ceux qui font de l'intégration continue connaissent bien. Donc, je check-in également tout mon projet de base de données avec les tests unitaires, etc. Et voilà, et on va créer le build. Donc là, on fait New Build Definition. Donc je vais l'appeler DBCI comme Database Continuous Integration. Je laisse toutes les options par défaut, Workspace, etc. Et dans le processus, simplement, je ne vais pas prendre le default template, je vais prendre le template qu'on vient de créer maintenant. Voilà. Tac. Ensuite, on va laisser les options par défaut dans le cas de l'exemple. Les rétentions policy, on laisse par défaut. Et on va simplement lancer ce build-là. Voilà, donc il nous reste quelques secondes pour finir cette partie de démonstration. Donc là, on va exécuter un build d'intégration continue qui déploie, joue les tests unitaires, les plans de génération de données, etc. etc. Donc je fais un QNewBuild. Voilà. Donc vous voyez bien ici qu'on retrouve les fameux paramètres dans le déploiement, et ça, je peux les changer à la main et mettre un serveur d'intégration, un serveur de dev, etc. Là, je le lance très rapidement. Vous allez voir ici. Voilà, invoque VSDB CMD, donc les tests préliminaires sont bien passés et les tests de charge aussi derrière. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va éditer le plan de génération de données, on va le passer à 500 milli, on va relancer le même build et on va voir qu'il va rater. Voilà. Donc là, je lance le même build, donc j'ai check-iné mon plan de génération de données pour qu'il puisse être consommé par le processus de build. Et voilà, je le lance et bien évidemment, vous devinez que ça va planter et pour cause d'exécution qui est supérieure aux fameuses limites. Voilà. Donc, oui, the deployment was skipped. J'ai bien le message que j'ai entré tout à l'heure dans le processus custom. Et là, je peux avoir les tests résultats et on retrouve ici l'execution time qui a excédé. Je vais donc passer la parole à Cédric qui maintenant, lui, va vous faire la même chose mais avec l'application WPF plus la base de données. Voilà, merci Philippe. Donc, Philippe vous a montré comment customiser le processus de workflow. L'étape d'après que je vous propose d'adresser maintenant, c'est de voir comment on prend cette customisation et qu'on l'adapte dans un cas réel d'intégration continue dans un scénario agile où on a vraiment des besoins de déployer régulièrement et très fréquemment
des builds de qualité exploitables par les testeurs et sur lesquels on va s'assurer que ce qu'on livre est capable de compiler, capable de s'exécuter, s'exécute et sur lequel on va dérouler l'ensemble des tests automatisés qu'on est capable de faire. Donc traditionnellement pour ça on parle de build, test, deploy dans TFS. La limite du modèle c'est que si le build échoue, on n'aura pas grand chose à déployer, on peut arriver même à déployer des choses qui n'ont pas forcément être capables de s'exécuter derrière. Donc l'idée c'est d'insérer assez tôt dans les phases de build la capacité à tester unitairement le code en isolation, ce qu'on appelle les build validation tests, pour s'assurer que ce qu'on construit, qu'on va tenter de déployer, sur lequel on va exécuter nos tests, déjà unitairement, fonctionnellement, est capable de s'exécuter. Donc comme je vous disais, on est parti d'un build process un tout petit peu enrichi, sur lequel on a créé quelques artefacts supplémentaires, quelques custom actions. Philippe vous a montré comment on utilisait les actions, on va dire, fournies out of the box par TFS pour modifier le template de build. Dans le scénario qui est là, je ne vais pas vous montrer comment on a customisé le processus de build, mais on a utilisé quelques codes supplémentaires, donc du code C# pour supporter les activités qui sont notamment la gestion du versionning, puisque l'un des enjeux majeurs quand on fait du déploiement, c'est de s'assurer que la version qu'on déploie est bien la version testée, est bien en phase avec l'ensemble des binaires qu'on voulait construire. D'insérer dans notre processus de build, donc ça c'est out of the box dans le template de base TFS, l'analyse statique du code via FFXCOP, l'analyse du modèle SQL tel que le montrait Philippe, la génération d'une release note, c'est toujours intéressant quand on fait un déploiement d'une nouvelle version d'avoir une release note qui décrit qu'est-ce qui a changé, donc ça s'appuie sur le tracking des work items associés au change set qui sont pris sur entre deux versions. Et dans notre scénario, on a vocation à déployer très vite quelque chose à nos testeurs, donc quelque chose de très très rapidement exploitable. Le plus rapide pour déployer une application WPF reste le déploiement ClickOnce. Donc on a customisé le processus de build. Dans le cas où l'exhaustivité des tests de validation de construction aboutissent, pour faire un déploiement ClickOnce. Donc là, de la même manière, on va avoir de la validation de test unitaire, de l'analyse d'impact du code coverage sur l'exécution de test, et un deploy. Là, on a plutôt pris le scénario deploy TeamLab, donc provisioning de l'environnement, déploiement de la base de données, un peu comme l'a montré Philippe, même si c'est fait une phase un petit peu plus tard dans le processus de déploiement, mise à jour de l'application, exécution des tests automatisés via UI Coded Test. Donc tout ça, ça s'appuie en fait sur deux processus de build un petit peu distincts. Les deux templates sont dérivés des templates qui sont fournis en standard quand vous instanciez un nouveau projet dans TFS, qui sont le build unitaire et le lab build qui sert à provisionner l'environnement et à exécuter les tests unitaires. Enfin, tests d'intégration plutôt. Donc l'application qu'on va démontrer est une application qu'on a dit ClickOnce. Le déploiement ClickOnce, je pense que tout le monde connaît. Une application très simple. Vous avez déjà vu l'écran de saisie, d'authentification. Donc une forme sur laquelle on saisit un login mot de passe. Le login est sous forme IHM et on a une demande d'évolution pendante qui consiste à faire évoluer cet écran. L'application, c'est une application WPF, tout ce qui est plus classique, qui sert juste à browser le catalogue produit qui est fourni dans AdventureWorks. Donc une data grid, une tree view, que des choses relativement traditionnelles, un petit peu de templating pour avoir un peu de couleur. Il y a une vie extraordinaire. L'intérêt aussi, c'est de la capacité d'instrumenter les tests automatisés de WPF sur ce type de contrôle qu'on montrera un tout petit peu plus tard. Donc l'implémentation de l'évolution, on avait deux requirements. C'était un, la capacité à valider que l'email est une forme valide. Pour ça, on va utiliser une expression régulière. Et d'associer une visualisation de cet état, principalement en mettant la couleur sur la textbox. Donc le projet se déroule comme classiquement. Un projet DB proche qu'on va déployer après. Et un projet en MVVM, en WPF classique. Donc sur lequel je vais juste modifier, étendre un petit peu mon view model associé à ma forme de login pour ajouter des data annotations sur le login, donc une expression régulière et un error message qui nous servira derrière pour faire la validation ou les assertions sur nos tests automatisés, et la méthode de validation qui va être appelée lorsque je set la propriété mail. Donc jusque là, j'ai bien mon view model qui va être à jour, en cohérence avec mon modèle. Par contre, je vais devoir maintenant mettre à jour l'aspect présentation, le pur XAML de mon application, qui lui est plus compliqué à tester parce que je ne pourrais pas l'instancier directement depuis mes tests unitaires. Donc là, je vais devoir avoir accès à d'autres technologies, qu'on va démontrer juste après, pour faire mes tests. Je suis un développeur relativement consciencieux, donc j'ai deux éléments à tester, ma vue et mon vue modèle. La première étape d'abord pouvoir séparer, c'est de pouvoir tester mon vue modèle. Je vais partir sur les tests automatisés du vue modèle, donc classiquement avec du MS test. Je vais simplement rajouter 2-3 conditions de test supplémentaires au projet de test que j'avais déjà provisionné.
Et un des aspects d'une des innovations de Visual Studio 2010 qui est très intéressante, c'est la capacité de déterminer quels tests sont impactés par les changements de code que j'ai réalisés. Donc c'est ce qu'on va voir juste après le refresh sur la liste des tests, pardon. Puisque je vais avoir, donc, sur les tests impact, j'ai bien la liste de tout ce qui a été changé, la liste de mes tests disponibles. Et ici, je détecte l'impact de mes tests à la fois sur mes tests. Donc les deux duos sont des tests UI coded qu'on verra un peu plus tard. Et les 3 tests que je viens de créer qui sont bien un impact direct sur le code que je viens de modifier. Enfin, c'est là. Le code a un impact direct sur les tests que je viens d'exécuter. Donc ces 3 tests sont passants. Je vais juste vérifier que l'application se comporte à peu près comme je vous l'avais décrit en faisant un run debug. Donc je retrouve ma fenêtre de login. J'ai bien ma coloration en fonction de l'état de mon vue modèle, en rouge quand c'est un email non valide. Et ça devrait passer au vert au moment où le mail prend une forme, entre guillemets, sympathique. Donc là, j'ai pu tester mon vue modèle, mais je suis toujours un petit peu dans le noir sur la capacité à tester la vue à proprement parler, donc le XAML. Pour ça, on va passer à la deuxième étape, c'est l'utilisation de UI Coded Test pour automatiser des scénarios utilisateurs de validation de mon application, mais plutôt sur l'aspect présentation. Donc pour ça, on a un outil qui vient avec Visual Studio, qui est UI Test Builder, qui me permet d'enregistrer des actions utilisateurs ou des interactions avec l'application, pour être plus précis, donc qui peuvent être soit des saisies de caractères, soit des clics de souris, soit des actions sur les boutons. On voit qu'on peut étendre et collapser des tree views, etc. Une fois que j'ai un ensemble d'actions, je suis capable donc de définir une nouvelle action qui va être recordée comme une ligne, une unité d'œuvre de mon plan de test. Et j'ai également la capacité de définir des assertions, donc la validation de l'état de ma présentation, de mon graphe de présentation. Donc là, je vais m'assurer, par exemple, que le helpdesk de mon textbox, eh bien, c'était à la propriété que j'avais mis initialement dans les métadatas de mon vModel. Donc là, la boucle est bouclée, j'ai bien le style de ma fenêtre qui met bien à jour en fonction de l'état de mon vModel sur lequel je vais tester unitaire, enfin, plutôt en assemblage, le fait que l'ensemble fonctionne bien. Donc là, j'ai une assertion, une exécution, donc j'ai le act, le assert. Je suis à peu près capable d'écrire un test relativement traditionnel, que je catégorise relativement spécifiquement pour ne pas les lancer en même temps que les BVT, puisque je suis obligé d'avoir une application déployée pour que ces tests-là marchent. Mais derrière, ça reste de l'écriture de tests standards. Je ne tape pas très vite. Donc là, je vais retrouver l'activité, donc la saisie de caractères, comme une fonction que je peux appeler directement DS unitaire, et de la même manière, je vais retrouver mes assertions. Je retrouve également l'ensemble de toutes les assertions possibles enregistrées dans mon scénario, qui me permettent de compléter éventuellement ici avec la fermeture de l'application pour amener mon système à un état stable après l'exécution du test. Et donc ça, je suis capable de l'exécuter directement depuis Visual Studio. Et normalement, l'agent de test devrait saisir pour moi, très rapidement, dans la textbox, les éléments que j'avais saisis tout à l'heure. Donc mon test est passant. Mes développements sont à peu près corrects. En tout cas, jusqu'à tout va bien. Je vais pouvoir réaliser le check-in, les associer à mes work items. Donc j'aurai toujours un petit commentaire, avec mon manager a l'habitude d'en mettre sur mes tâches, j'en mets sur les check-in. Et donc je vais pouvoir l'associer donc aux 3 tâches qu'on avait définies, aux 2 tâches pardon, et aux requirements. Et l'ensemble va être traqué jusque dans le PM. Donc je vais avoir l'avancement qui va suivre. Donc ça on ne montrera pas forcément puisqu'on reste plutôt à la build, mais l'ensemble est suivi rattaché au work item. Là on a modifié légèrement le template de build, c'est ce qu'on montre tout de suite. Sur les 2 premières activités qui sont avec des activités custom ici, qui me permettent de lire et de mettre à jour le numéro de version directement dans le nom de la build, puisque typiquement dans TFS, le numéro de build termine par un timestamp qui rend relativement délicat la corrélation entre un numéro de version compilé et l'exécution d'une queue. Donc du coup, pour simplifier la tâche, et pour maintenir à jour les assemblées info, donc le code source avec les tâches, j'ai un certain nombre d'activités qui me permettent de mettre à jour le code source avec le numéro de version et le nom de la build. Donc, tout étant en cohérence, je suis capable de faire le delta entre la version 1.0 et la version 1.1 que je suis en train de builder. Et ça devrait me permettre, à terme, de générer une release note avec le delta et l'ensemble des activités qui ont été committées dans ce build-là.
Je suis sur une build standard, donc je profite des fonctionnalités de Visual Studio 2010, typiquement l'analyse de code statique via Fixcop. Donc là, typiquement, mon mot de passe a besoin d'être un petit peu amélioré pour libérer les objets SHA quand je génère le hash du mot de passe. Et également, les assertions ou la validation des règles sur le code SQL et sur le modèle. Donc un peu la compilation dont parlait Philippe tout à l'heure. Je suis sur une build standard, je n'ai pas encore rien déployé. Pardon. J'ai la génération de ma release note, un petit peu en phase, donc avec ce que je disais tout à l'heure, les work items qui sont pris entre ces deux versions, donc j'ai le delta de ce qui a été fait. Je ne l'ai pas montré là puisqu'on est sur la release 1, mais je peux avoir aussi l'historique de toutes les versions. Et cet élément-là fera partie, donc c'est un XML et un XSLT qui s'applique sur XML qui me permet d'avoir l'historique de toutes les versions qui ont été déployées. C'est relativement intéressant pour les testeurs. Je suis sur du test du build. À cette phase-là, je valide simplement unitairement que mon build fonctionne. Pour ça, j'utilise des frameworks de mocking. Donc là, pour l'exemple, j'ai utilisé du Mool. On peut utiliser d'autres frameworks de mocking qui me permettent juste d'isoler mon code et de le faire fonctionner indépendamment de la base de données et indépendamment du fait qu'il soit déployé. Le build se continue, se termine. Je vais retrouver l'exhaustivité des données que j'ai collectées. Il y a 2-3 métriques intéressantes, notamment pour les testeurs. J'écris des codes, des tests unitaires. Une métrique qui est très intéressante, c'est le code coverage. On s'aperçoit que dans du modèle MVVM, on a la capacité de tester par construction que les view modèles et éventuellement les couches de données ou de traitement. L'aspect vue, on ne peut pas le faire par construction. Et j'arrive à avoir, là, avec les 3-4 tests, un magnifique coverage de 7,14%. Donc il m'en manque un petit peu. Graphiquement, ça donne quoi? En rouge, ce qui n'a pas été testé, en bleu, ce qui a été testé. Donc effectivement, il y a encore quelques trous dans mes 4 tests. Donc je reviens sur la build lab, qui a déclenché ma build release. Bon, là, c'est la même métrique c'est la même métrique en termes de bloc de code qu'en termes de lignes, ce qui est un petit peu une présentation un peu différente de la même notion. Et on retrouve bien les deltas, les change sets et les work items associés à ce delta-là, et les tests qui sont impactés par l'ensemble des check-ins qui ont été pris entre ces deux versions. Donc ça, pareil, ça me permet de limiter le scope des tests à exécuter. Si j'ai une vraie grosse batterie de tests unitaires à passer, je peux les filtrer sur juste ce qui a vraiment un impact par rapport au changement de code. Donc si je reviens sur le déploiement du lab, là j'ai, première étape, restaurer mon environnement de test à un état, on va dire, vierge, ou un setup initial. Pour ça, je passe par SCVMM et je restaure l'ensemble de mes serveurs sur un snapshot. Puis je déploie ma base de données. Donc là, Philippe nous a montré tout à l'heure qu'on pouvait le déployer via TeamBuild. C'est ce que je fais juste là. Je vais exécuter en script de déploiement un VSDB CMD sur le projet de base de données qui faisait partie de ma solution. Légèrement modifié, puisque je n'utilise pas un plan de génération de données, j'utilise l'initialisation de données avec un référentiel de données qui me permet d'utiliser que mes tests UI Coded fonctionnent, donc mes tests fonctionnels puissent avoir un jeu de données cohérent. Et ces tests ont été exécutés sur le serveur sur lequel j'ai déployé. Donc je vais pouvoir aller voir le résultat de l'exécution de mon plan de test directement sur Test Manager. Donc sur Test Manager, j'avais un petit plan de test de 6-4 tests fonctionnels que j'ai exécuté donc sur mon serveur, sur lequel j'ai collecté l'état du serveur avant, les symboles du plan de test exécuté, éventuellement les fichiers les event logs, enfin toutes les données pertinentes. Si j'avais eu un échec, j'aurais aussi l'IntelliTrace qui m'a permis de faire l'analyse a posteriori. Et un cas qui est très intéressant, quand j'ai un cas de test qui échoue ou qui réussit, c'est toujours intéressant pour le testeur de retrouver, savoir qu'est-ce qui a été effectivement joué à un instant T et pouvoir le reproduire. Ce que permet de faire Test Manager, c'est d'avoir l'enregistrement vidéo du cas de test qui a été exécuté. Donc là, on voit bien que je revenais sur un 2008 R2 et je retrouve bien l'application que je viens de builder et l'automatisation du test. Donc là, c'est un test un petit peu plus end-to-end qui va un peu browser le catalogue. On retrouve sensiblement les mêmes artefacts. Dernière étape, j'ai vocation à mettre à disposition très tôt dans mes cycles de développement l'application. Mon application est déjà disponible avec Liquads. Et si je fais une simple exécution de mon application et une mise à jour, je retrouve bien ma version 1.0 que je viens de terminer de builder. Avec le changement qui a été demandé, implémenté et a priori fonctionnel. Voilà ce qui conclut a priori la démo.